cet accord pourrait ne même pas exister. Il y a encore quelques jours, Donald Trump parlait d'acquérir le Groenland. Il évoquait des pressions économiques, des tarifs imminents et laissait entendre que la force restait une option. Puis, presque sans transition, le récit s'inverse. À Davos, devant les caméras du Forum économique mondial, Trump affirme qu'un accord aurait été trouvé. Pas un traité signé, pas un document publié. Juste un message posté en ligne annonçant un cadre pour un futur accord avec l'OTAN, le Danemark et le Groenland. Et c'est là que la contradiction commence. Car dans ce message, Trump explique que cet accord serait formidable pour les États-Unis et pour tous les pays de l'OTAN. Il ajoute qu'en échange, les tarifs qui devaient entrer en vigueur le 1er février n'auront finalement pas lieu. Autrement dit, une menace majeure disparaît contre quelque chose que personne n'a vu. Pourquoi est-ce que ça vous concerne directement? Parce que ce genre d'annonce ne parle pas seulement de diplomatie lointaine ou de territoires arctiques. Ça touche à la crédibilité d'un président, à la stabilité des alliances, au marché et à la manière dont des décisions lourdes de conséquences peuvent être prises ou annulées en temps réel devant le monde entier. Mais voici le détail qui change tout. Quand les journalistes demandent ce que contient réellement cet accord, Trump ne cite aucun terme précis. Pas de calendrier, pas de conditions, pas même un début de définition. Il parle d'un accord à long terme, puis il corrige. Il dit qu'il est infini. Un accord infini, sans texte, sans signature, sans limite claire. Alors, la question n'est plus de savoir si Trump a reculé. La vraie question est beaucoup plus troublante. Qu'est-ce qu'un tel flou permet de faire ensuite, une fois que tout le monde a baissé la garde? Ce qui s'est passé à Davos ne peut pas être compris comme un événement isolé. Officiellement, Trump parle d'un simple cadre. Officieusement, il présente cela comme une victoire. Mais regardez bien la séquence. Le matin même, devant le public du Forum économique mondial, il répète que les États-Unis doivent acquérir le Groenland. Il rejette explicitement l'idée d'un simple accord de licence. Puis, quelques heures plus tard, il annonce exactement l'inverse. Un arrangement flou, sans acquisition annoncée, sans transfert de souveraineté déclaré. Ce décalage n'est pas anodin. Il s'inscrit dans un schéma déjà vu, une position extrême, une réaction internationale immédiate, puis une annonce présentée comme un compromis sans jamais dire ce qui a réellement changé. Et à chaque fois, le langage est le même. Cadre, discussion future, si consommé. Rien de définitif, tout est repoussé. Posez-vous cette question simple. Si cet accord est réellement une victoire stratégique, pourquoi aucun détail concret n'est-il communiqué? Pourquoi personne, ni à l'OTAN, ni au Danemark, ni au Groenland, n'a confirmé publiquement les termes? Et surtout, pourquoi l'élément central, la question de la propriété ou du contrôle, disparaît soudainement du discours officiel? C'est ici que l'histoire commence à dépasser le Groenland. Parce que ce que Trump met en scène à Davos, ce n'est pas seulement une négociation territoriale, c'est un test de narration, un test de réaction et peut-être un test de limite. Car une fois qu'un accord est présenté comme acquis, même sans contenu, toute critique peut être retournée en accusation d'obstruction. Et c'est précisément à ce moment-là que la dynamique change. Et maintenant, regardons la première preuve concrète qui révèle ce qui se joue réellement derrière ce prétendu accord. La première preuve est déjà publique. Elle est dans les mots exacts utilisés par Trump lui-même. Dans son message publié après sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, il ne parle jamais d'un accord signé. Il écrit qu'ils ont formé le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et même l'ensemble de la région arctique. Pas un traité, pas un engagement ratifié, juste un cadre pour plus tard. Et pourtant, dans la phrase suivante, il annonce immédiatement une conséquence bien réelle. Les tarifs prévus pour le 1er février sont suspendus. C'est là que quelque chose cloche. Une mesure concrète est annulée sur la base d'un accord qui, selon ses propres mots, n'existe pas encore. Si consommé, précise-t-il. Cette condition change tout. Elle signifie que rien n'est finalisé. Et pourtant, la pression disparaît déjà.
Mais voici la partie que beaucoup ratent. Lorsqu'il est interrogé ensuite par la presse, on lui pose la question centrale, est-ce que les États-Unis auront la propriété du Groenland, comme il l'a répété à plusieurs reprises, y compris plus tôt dans la journée à Davos? Sa réponse n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Il dit, c'est un accord à long terme. Puis il va plus loin. Quand on lui demande combien de temps dure cet accord, il répond un seul mot, infini. Un accord infini, sans texte, sans ratification, sans terme public. Remarquez ce qu'il ne nie jamais. Il ne retire pas explicitement l'idée de contrôle. Il la laisse flotter. Et ce flou précis n'est pas un accident, parce qu'à partir de là, tout peut être présenté comme faisant partie de cet infini. Et maintenant, regardons comment cette ambiguïté commence déjà à être normalisée, en direct, sous nos yeux. À partir de ce moment-là, quelque chose de troublant se produit presque immédiatement. Ce qui aurait dû déclencher des alarmes devient soudainement traité comme normal. Sur les plateaux télé, la question n'est plus qu'est-ce que cet accord contient, mais comment faut-il l'interpréter? Yeah. On ne cherche plus le texte. On cherche une explication au récit. Et cette bascule est cruciale parce que ce que Trump réussit ici, ce n'est pas de conclure un accord, c'est de déplacer la barre. Quelques heures plus tôt, parler de prendre le contrôle du Groenland par la force provoquait une indignation internationale. Désormais, un accord infini, sans contenu précis, est décrit comme un succès diplomatique. La comparaison est saisissante. Ce mécanisme n'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans d'autres crises. Une déclaration extrême crée un choc. Les alliés réagissent. Les marchés tremblent. Puis vient un recul partiel, présenté comme une victoire. Et soudain, ce qui aurait été inacceptable la veille devient raisonnable par contraste. Mais voici le détail inquiétant. En normalisant ce flou, on normalise aussi l'idée qu'un président peut modifier des équilibres stratégiques majeurs sans passer par les canaux habituels. Pas de traité soumis, pas de vote. Pas de débat public, juste une annonce suivie d'un silence organisé. Et pendant que ce silence s'installe, autre chose se met en place. Les commentateurs commencent à spéculer à la place des faits. Certains évoquent une relation à la Puerto Rico. D'autres parlent d'un partenariat sécuritaire renforcé. Aucun ne peut citer un document parce qu'il n'y en a pas. C'est ici que l'histoire bascule vraiment. Car quand l'interprétation remplace l'information, le pouvoir change de main et ce qui semblait être un recul commence à ressembler à une nouvelle forme d'avancée beaucoup plus difficile à contester. Et ce n'est que le début parce que la preuve suivante est encore plus dérangeante que la première. La deuxième preuve est plus dérangeante parce qu'elle révèle une fracture nette entre le discours et la réalité. Quelques heures après l'annonce de cet accord infini, les mêmes médias qui relayaient jusque-là l'idée que les États-Unis devaient prendre le Groenland par la force changent brutalement de ton. Sur Fox News, la question n'est plus de savoir si cette acquisition est légitime, mais comment comprendre ce que Trump voulait vraiment dire. On parle désormais d'un grand succès, d'un énorme progrès, alors même qu'aucun élément nouveau n'a été rendu public. Regardez bien la contradiction. Trump affirmait publiquement qu'un simple accord de licence n'avait aucun sens. Il disait qu'on ne peut pas défendre un territoire sans en avoir la propriété. Qui voudrait défendre une licence? Demandait-il. Et pourtant, l'accord qu'il annonce ensuite ne mentionne ni propriété, ni transfert de souveraineté, ni mécanisme juridique clair. Ce qu'il rejetait comme absurde devient soudainement acceptable, à condition de ne plus poser de questions. Mais voici la phrase qui change définitivement la manière de voir cette séquence. Lorsqu'on lui demande comment cet accord serait ratifié, Trump répond qu'il est signé pour toujours. Puis il admet, presque dans la même respiration, que rien n'a encore été signé. Remarquez la logique inversée. La permanence est affirmée avant même l'existence légale de l'accord. C'est là que le récit se fissure, parce qu'à partir de ce moment, la notion de vérité devient secondaire face à la performance. L'annonce compte plus que le contenu. L'effet immédiat compte plus que la structure réelle. Et ce glissement a une conséquence directe. Il devient presque impossible de contester quelque chose qui n'est jamais clairement défini. Une fois que tout est présenté comme déjà acquis, toute remise en question peut être décrite comme une attaque contre le succès lui-même. Et c'est exactement à ce point précis que la situation commence à échapper à tout contrôle rationnel.
car maintenant, les événements ne ralentissent pas. Ils s'empilent. Et ce qui arrive ensuite ressemble de plus en plus à une mini-crise en chaîne. À partir de là, tout s'accélère. D'abord, la confusion publique. Le même jour, lors de son discours à Davos, Trump parle du Groenland, puis le confond à plusieurs reprises avec l'Islande. Sur scène, devant des dirigeants et des investisseurs internationaux, il attribue des effets économiques et sécuritaires à l'Islande, alors qu'il est censé parler du Groenland. Ce n'est pas un lapsus isolé, il le répète. Et cette confusion devient elle-même un sujet, parce qu'elle intervient juste avant l'annonce de cet accord supposément historique. Ensuite, la réaction médiatique immédiate. Sur Fox News, l'annonce est présentée comme un tournant majeur. Les marchés sont décrits comme en feu. Le récit est clair. L'économie réagit positivement à la déclaration de Trump. Mais remarquez le timing. Aucun document, aucun engagement confirmé. Et pourtant, l'effet narratif est instantané. Le marché devient une preuve sans que l'accord n'ait besoin d'exister. Puis vient la pression internationale. Pendant que ce flou est normalisé à l'intérieur, à l'extérieur, les réactions sont tout sauf détendues. Le Canada réaffirme publiquement son soutien à la souveraineté du Groenland et du Danemark. Le premier ministre évoque explicitement l'article 5 de l'OTAN et parle de « bottes sur la glace ». Des investissements militaires dans l'Arctique sont annoncés. Le langage n'est pas celui d'un apaisement, c'est celui de la préparation. Trois dynamiques en même temps. Un discours confus au sommet, un récit médiatique triomphaliste et des alliés qui parlent de défense, de radars, de sous-marins. Tout cela pendant qu'on nous dit que tout est réglé. C'est ici que la question devient inévitable. Que se passe-t-il quand une situation est présentée comme résolue à l'intérieur alors qu'à l'extérieur, elle est traitée comme une menace réelle? Parce que si cette trajectoire continue, les conséquences ne resteront pas théoriques très longtemps. À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle commence à vous toucher directement parce que ce genre de séquence ne reste jamais cantonné au discours ou aux sommets internationaux. Quand un président annonce une chose le matin, l'inverse le soir, puis parle d'un accord infini sans contenu, ce sont les conséquences concrètes qui arrivent en premier. Les marchés réagissent, les alliances se crispent, les investisseurs hésitent. Et cette instabilité finit toujours par descendre d'un niveau. Si vous travaillez, si vous payez un loyer, si vous avez un crédit, si votre retraite dépend des marchés, ce flou a un prix. Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant. Car quand les États-Unis apparaissent comme imprévisibles, les capitaux cherchent ailleurs. Quand les alliances doutent, les coûts de sécurité augmentent. Et quand la politique devient un spectacle permanent, l'incertitude devient la norme. Regardez ce qui se passe déjà. On vous dit que la bourse monte grâce à une annonce, mais on ne vous dit pas combien de temps cette confiance artificielle tient quand elle repose sur des mots plutôt que sur des accords réels. On vous dit que tout est sous contrôle, pendant que des pays alliés parlent ouvertement de plans militaires et de défense de leur souveraineté. Et c'est là que beaucoup de gens reconnaissent quelque chose de familier. Cette sensation que tout est présenté comme réglé, alors que dans la vie réelle, rien ne l'est vraiment. Que les annonces rassurantes masquent en fait une perte de stabilité plus profonde. Si ce sentiment vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que vous n'êtes pas seul à le ressentir. Mais pour comprendre pourquoi ce schéma se répète, il faut aller plus loin que Trump lui-même. Il faut regarder le système qui rend ce genre de situation possible encore et encore. Et c'est là que l'analyse devient vraiment inconfortable. Ce qui rend cette situation possible n'est pas un individu isolé, c'est un mécanisme. Dans ce système, l'annonce compte plus que l'acte. La réaction immédiate compte plus que la vérification. Un message publié en ligne peut suspendre des tarifs, faire bouger les marchés, forcer des alliés à répondre sans qu'aucune structure formelle n'ait encore été posée. Le pouvoir ne vient plus seulement des décisions, mais de la capacité à créer un moment, une urgence, un récit. Regardez les incitations. Pour les médias, il faut interpréter vite, remplir l'espace, expliquer ce que ça veut dire. Pour les alliés, il faut réagir sans provoquer d'escalade. Pour les marchés, il faut parier sur la perception plutôt que sur les textes. Et au centre, celui qui contrôle le rythme contrôle la scène.
C'est pour cela que le flou n'est pas une faiblesse ici, c'est un levier. Un accord clair peut être contesté, débattu, bloqué. Un accord vague, présenté comme déjà acquis, glisse entre les doigts. Il n'a pas besoin d'être défendu juridiquement, seulement répété politiquement. Et ce levier fonctionne parce qu'il s'appuie sur quelque chose de très humain. La fatigue de vérifier, la fatigue de suivre chaque contradiction, la fatigue de rester en alerte permanente. À force, beaucoup finissent par accepter l'ambiguïté comme une nouvelle normalité. Mais voici l'insight clé. Ce système ne tient que tant que tout le monde accepte de jouer le jeu. Le moment où la presse, un allié ou un acteur économique refuse le flou, exige des termes clairs ou traite l'annonce comme ce qu'elle est, une déclaration sans contenu, la dynamique peut basculer très vite. Et c'est exactement pour cela que la trajectoire des prochaines semaines est si incertaine, parce que deux chemins se dessinent déjà. L'un mène à une formalisation réelle, sous pression internationale, avec des limites claires. L'autre mène à une escalade du spectacle, où chaque annonce remplace la précédente sans jamais être ancrée dans le réel. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez déjà voir lequel commence à prendre forme. À partir d'ici, deux trajectoires très différentes se dessinent et aucune n'est théorique. Dans le premier scénario, la pression extérieure devient trop forte pour être ignorée. Les alliés exigent des clarifications. L'OTAN est forcée de préciser ce qui a réellement été discuté. Le Danemark et le Groenland rappellent publiquement leurs lignes rouges. Dans ce cas, le flou se referme. Un texte apparaît où l'annonce se dissout. Ce qui était présenté comme un accord infini redevient ce que c'était au départ. Une déclaration politique sans portée juridique. La tension retombe, mais le coup est clair. La crédibilité est entamée et cette séquence devient un précédent. Mais il existe un second scénario, beaucoup plus instable, celui où rien n'est jamais clarifié, où chaque question est repoussée à plus tard, où le mot « cadre » devient permanent. Dans cette trajectoire, chaque nouvelle annonce remplace la précédente. Le public n'a plus le temps de vérifier. Les marchés réagissent à la narration. Les alliés s'adaptent en silence. Et l'absence de décision devient elle-même une forme de décision. Remarquez ce point crucial. Dans ce second scénario, il n'y a pas besoin de victoire formelle. Il suffit de maintenir l'ambiguïté assez longtemps pour redéfinir ce qui est considéré comme normal. Ce qui, hier, aurait déclenché une crise devient aujourd'hui une étape. Et ce glissement est presque invisible tant qu'il n'est pas nommé. C'est pour cela que la prochaine annonce compte autant que celle-ci. Pas pour ce qu'elle dira, mais pour ce qu'elle évitera de dire. Parce que dans ce type de dynamique, ce sont souvent les silences qui tracent la direction réelle. Et maintenant, il reste une dernière question, la plus importante de toutes. Une question qui change complètement la lecture de cette histoire quand on y répond honnêtement. La leçon centrale de toute cette séquence tient en une idée simple, mais inconfortable. Le pouvoir, aujourd'hui, ne réside pas seulement dans ce qui est décidé, mais dans ce qui est laissé volontairement indécis. Ce qui s'est joué autour du Groenland n'est pas uniquement une question de territoire, ni même de diplomatie arctique. C'est une démonstration de méthode. Une annonce suffisamment forte pour créer un choc. Un recul suffisamment flou pour être présenté comme une victoire. Et entre les deux, un vide rempli par des interprétations, des réactions et des paris. Pendant que tout le monde essaie de comprendre ce que cela veut dire. L'essentiel passe presque inaperçu. Rien n'a été clairement arrêté, mais beaucoup de lignes ont déjà bougé. C'est pour cela que cet accord infini mérite attention. Pas parce qu'il existe sur le papier, mais parce qu'il montre comment la réalité politique peut être remodelée sans jamais être formalisée. Quand les mots précèdent les actes, quand l'annonce remplace le texte et quand la confusion devient un outil, le débat ne porte plus sur le fond, mais sur la mise en scène. Et c'est là que tout se referme. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui cède ou qui gagne. C'est l'histoire d'un système où l'ambiguïté devient une stratégie et où ceux qui contrôlent le récit gagnent du temps, de l'espace et de l'influence. La vraie question à retenir n'est donc pas que contient cet accord, mais combien de fois ce schéma peut-il se répéter avant que ses conséquences deviennent impossibles à ignorer?
parce que ce qui vient ensuite ne sera pas annoncé aussi clairement. Et quand cela arrivera, ce sera présenté comme la suite logique de ce qui se passe aujourd'hui. Si vous voulez continuer à décoder ces mécanismes, à comprendre ce que les annonces cachent plus qu'elles ne révèlent, abonnez-vous. La prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se former.